Bonjour les amis, alors je vous l'avais promis et je vous l'avais même annoncé dans ma dernière vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir un métier incroyable, un métier qui paraît des plus mystérieux. Bienvenue au pays des codes secrets. Mathieu, puisque c'est le nom de mon invité, a accepté de nous partager son quotidien et de lever le voile sur son travail. Accrochez-vous, on embarque avec un passionné. Cryptologie, stéganographie, l'art des faussaires, le monde quantique, les failles, Mathieu nous dit absolument tout ce qu'il peut. Mais juste avant ça, permettez-moi de vous remercier pour la formidable année que nous venons de passer ensemble. Ma chaîne YouTube fête seulement sa première bougie et vous êtes de plus en plus nombreux et fidèles au rendez-vous. De plus en plus de likes et de plus en plus d'abonnés. J'en parle pas souvent, mais forcément, ce sont des indicateurs importants. Chacun de vos commentaires me ravit et m'encourage. Ma première saison YouTube se termine donc aujourd'hui avec cette interview, puisque là, je file au Festival d'Avignon où j'aurai l'immense plaisir de jouer mon spectacle durant un mois. On s'y verra peut-être. Mais pour l'heure, place à mon invité, le cryptologue Mathieu Sima. Bonjour Mathieu, mais quel plaisir d'être avec toi ici aujourd'hui sur ma chaîne. Bonjour Manu, plaisir partagé, très heureux de participer. Eh bien écoute, on a eu l'occasion de se rencontrer il y a peu, lors d'un spectacle où tu m'avais fait le plaisir de venir. Moi je te connais déjà depuis un petit temps, puisque tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Professeur Culture Précieuse. Et je fais découvrir les mathématiques de façon ludique. Le format de vidéo que je fais le plus, ça s'appelle Briller en société. Et l'idée, c'est quand dans une vidéo assez courte, je présente un concept mathématique, parfois compliqué, mais toujours abordable pour briller en société. Le petit coup de pub, il est fait, mais je vous assure que c'est mérité parce qu'il faut vraiment aller voir sa chaîne. Mais tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est que vulgariser les mathématiques n'est pas ton métier. Alors, en effet, donc je suis mathématicien, donc je pratique les mathématiques. Ah, donc tu n'es pas un usurpateur. En effet. Mais alors, quel est ton métier, Mathieu ? Alors donc du coup, je suis mathématicien cryptologue pour le gouvernement luxembourgeois et la sécurité européenne. Là, je vous avais promis qu'il y avait du lourd. Cryptologue ou cryptographe? Qu'est-ce qui différencie un cryptologue et un cryptographe? Alors, l'idée, c'est que en soi, un cryptologue a deux casquettes, celui du cryptographe et celui du cryptanalyste. Ah. Le cryptographe va étudier comment transmettre de façon sécurisée une information, comment chiffrer une information, et le cryptanalyste va, lui, se mettre du point de vue de l'attaquant, comment casser un cryptosystème. Et ces deux choses mises ensemble forment la cryptologie. D'accord, donc tout cryptographe est un tout cryptologue est un cryptographe, mais l'inverse n'est pas vrai. L'ensemble des cryptographes est inclus dans l'ensemble des cryptologues. Voilà, ça me plaît. Tu as vu ma vidéo sur le zodiaque. Ce que je ne savais pas et que tu m'as appris, c'est que en fait, le cas du zodiaque est un cas d'étude en fait. Alors, disons que quand j'ai fait mes études en mathématiques cryptographiques, forcément, il y a d'abord tout un état de l'art qui est présenté. Donc, mon professeur nous avait présenté des cas concrets, des cas célèbres de cryptographie, et notamment le cas du zodiaque, qui est une application de la cryptologie dans le domaine du coup d'enquête policière. Et c'est un cas un peu connu puisque forcément, on est cryptologue débutant, on a des étoiles plein les yeux et on se dit « Ah, mais il y a des messages qui n'ont pas encore été cassés, je suis sûr que j'en suis capable ». Et ça, c'est ce que font tous les étudiants en cryptologie. Dès que notre professeur nous dit « Oui, bon, voilà, on n'a pas encore réussi à casser ça. Oui, bon, voilà », on se dit « Ah, mais moi, je vais essayer ». Ou alors même juste prendre les messages qui ont déjà été cassés et essayer de refaire le même cheminement, de refaire le travail qui a été fait par les enquêteurs pour comprendre le mécanisme. Donc c'est un cas d'école, on peut dire en fait. C'est ça. C'est un cas d'école puisque du coup, il a la particularité déjà d'avoir toute une aura historique autour de lui et d'être dans un domaine un peu particulier, l'enquête policière. Et alors, est-ce que ici, tu as senti qu'il y a eu déjà toi, tu étais au courant de l'aboutissement, peut-être sans doute pas des recherches de David Oranchak. En effet, je l'ai appris grâce à ta vidéo. D'accord, tu n'avais pas vu de documents parce que tu es abonné à différentes
revues. Ça existe ça, des revues cryptographiques? Oui. Donc, enfin, c'est pas des revues papier, c'est plus des sites sur lesquels on voit des découvertes qui sont faites dans le domaine. Donc, l'idée, c'est que la cryptographie, c'est très, 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 très varié. Il y a plein de branches et de sous-branches, ce qui fait que même sur ces sites d'information, il y a des domaines qu'on peut pas tout survoler. Ce qui fait que moi-même, j'ai mes spécialités, donc je fais attention de me tenir à jour dans ces spécialités-là. Mais en effet, il y a des réseaux, il y a des publications. Généralement, c'est des publications scientifiques, puisque les cryptologues sont des mathématiciens. Donc, ils publient leurs recherches. En LaTeX, forcément. Exactement, tout à fait. J'ai dû apprendre le LaTeX pendant ma licence et pendant mon master pour faire ma soutenance. Et donc, en effet, les chercheurs publient, donc ça peut être des chercheurs universitaires ou des chercheurs pour des laboratoires privés ou des chercheurs pour l'État ou des chercheurs dans le domaine industriel. Et c'est via ces papiers essentiellement qu'on va voir les différents progrès qui sont faits. Donc, ça peut être des nouveaux cryptosystèmes qui ont été inventés, ça peut être des attaques qui ont été découvertes, ça peut être des nouvelles technologies dans le domaine. Donc par technologie, je veux dire des outils mathématiques dont on vient de découvrir une application dans le domaine de la cryptographie. Et une part de mon métier, c'est de se tenir au courant de toutes ces avancées. Oui, j'allais justement te poser la question. On va parler un peu plus évidemment de ton métier de manière factuelle, mais te tenir au courant en dehors des projets sur lesquels tu travailles, ça c'est vraiment une part importante de ton métier. Ah, tout à fait, puisque c'est un métier dans lequel il faut être à jour, car dans le domaine de la sécurité, si on considère que tel algorithme, que tel cryptosystème est actuellement sécurisé, si on ne se tient pas au courant, on passe à côté de toutes les attaques et potentiellement on recommande un système qui est complètement faillible. Si, je dis n'importe quoi, une banque me demande en tant que mathématicien cryptologue, qu'est-ce qu'on doit utiliser pour s'échanger de façon sécurisée les données clients des clients de la banque, si je recommande un algorithme qui est cassé, ça peut être très, très problématique. Donc, il faut se tenir au courant des attaques, même des attaques théoriques, c'est-à-dire des attaques qui concrètement ne sont pas faisables, mais qui, sous certaines hypothèses, ou en supposant qu'on... Ah oui, parce qu'elles vont peut-être le devenir un jour. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est avoir un coup d'avance, quoi, j'imagine. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des algorithmes qui sont actuellement pas encore cassés, mais qui ont plusieurs sécurités, plusieurs fusibles, mais certains de ces fusibles ont déjà sauté. Donc, il en reste encore. Mais si tous ces autres fusibles viennent à sauter, après, le cryptosystème est tombé. Donc, généralement, on coupe l'herbe sous le pied et on commence déjà à concevoir des mises à jour ou des nouveaux cryptosystèmes avant de se retrouver sans rien et avec juste un algorithme qui ne fonctionne plus et rien d'autre pour le remplacer. D'accord. Alors, avant que tu nous parles, comme je l'ai dit, plus concrètement, en tout cas, de ce que tu peux nous raconter, hein, de ton métier actuel, moi, j'aimerais bien savoir, et sans doute les viewers aussi, comment on devient cryptographe. Donc, c'est-à-dire, quel a été ton parcours et surtout, est-ce qu'on rêve un jour de devenir cryptographe comme on rêve de devenir astronaute? Alors, donc du coup, je peux déjà donc présenter un peu mon parcours. Donc moi, j'ai fait un baccalauréat technologique. Où ça? Donc, en France, puisque donc du coup, j'habite au Luxembourg actuellement, mais je suis français. Oui. En Lorraine. D'accord. Donc c'est un bac qui, alors je sais plus si c'est le même nom aujourd'hui, mais ça s'appelait STI2D, Sciences technologiques de l'industrie et du développement durable, je crois. Avec la réforme qu'il y a eu, à mon avis, et ça s'est passé à la trappe, en tout cas dans les dénominations. C'est la remarque que je me suis fait. Donc, et l'idée, c'est donc, c'était un baccalauréat orienté donc sciences technologiques, donc maths, physique, c'était quasiment le même programme que le bac scientifique classique, mais avec des options orientées informatique et orientées ingénierie. D'accord. Donc, les voies vers lesquelles tu te destinais, sans spécialement savoir que c'était la crypto, ou déjà quand même une grande attirance? Alors, donc du coup, ce bac m'a permis de découvrir plein de sciences différentes, donc maths, physique, mais aussi le développement informatique, la programmation, l'ingénierie mécanique, ce genre de choses. Et à cette époque, je savais déjà que je voulais faire des maths.
puisque c'est vraiment la science parmi toutes celles que j'avais étudiées qui me plaisait le plus. Les preuves mathématiques, le raisonnement mathématique, même les applications mathématiques, c'est ce qui me plaisait le plus. Et j'ai ensuite décidé de faire une licence en mathématiques fondamentales et appliquées à l'université de Metz. D'accord, donc devenir cryptographe, ça passe par une licence en maths. C'est ça. Ma licence en mathématiques fondamentales et appliquées, donc, qui a duré 3 ans. Pendant 3 ans, j'ai étudié les maths, mais vraiment les maths pures, les outils indépendamment des uns des autres. Après, justement, cette licence m'a permis de découvrir beaucoup de métiers des mathématiques appliquées, dont la cryptographie, pour laquelle j'avais un attrait parce que la cryptographie utilise des outils mathématiques qui me plaisent. Donc, ça va être de l'algèbre, de la théorie des nombres et ce genre de choses. Et j'ai vu dans la cryptographie l'occasion de manipuler ces outils encore plus loin. Et une fois ma licence en poche, j'ai été vers un master en mathématiques cryptographiques à l'université Rennes 1. D'accord. L'idée, c'est sur 2 ans. Et l'idée, c'est, on considère que tous les outils mathématiques, maintenant, on les connaît. Un anneau algébrique, on sait ce que c'est. Un modulo, on sait ce que c'est. Et pendant ces 2 ans, on va dire, bon ben voilà, je dis n'importe quoi, le modulo, vous savez ce que c'est? Et ben il se trouve qu'on peut l'utiliser comme ça et ça permet de faire de la cryptographie. La division polynomiale, vous savez ce que c'est? Ben, on peut l'utiliser comme ça. C'est vraiment, j'ai pas spécialement découvert des nouveaux outils mathématiques, Oui. mais j'ai découvert des façons de les utiliser que j'ai trouvé extrêmement belles, que j'ai trouvé extrêmement astucieuses. Et c'est vrai que les outils mathématiques, on a notamment appris à les décortiquer et à voir des domaines d'application dans lesquels même les concepteurs de ces outils-là n'y avaient pas pensé. Donc trouver des utilisations, comme c'est souvent le cas, qui n'étaient pas du tout prévues à la base. C'est exactement ça. Si je prends un exemple concret très rapidement, en mathématiques, un des gros domaines d'études, c'est ce qu'on appelle les courbes elliptiques. Oui. Donc, qui est un outil mathématique qui a été étudié en théorie de la géométrie algébrique, qui est un très bel outil. Et il se trouve qu'on a trouvé avec les courbes elliptiques un moyen puissant pour factoriser les nombres en nombres premiers. D'accord. Donc, les nombres premiers, c'est quelque chose de très important en cryptographie. Et il se trouve qu'avec une courbe elliptique, qui est un outil mathématique purement théorique, eh ben, on est capable de casser certains cryptosystèmes. Et ça, c'était pas prévu du tout au départ dans l'étude des courbes elliptiques? Ah, pas du tout. L'idée de rapprocher courbe elliptique et nombre premier, c'est purement les cryptographes et les cryptologues plutôt qui ont eu cette idée-là. Et souvent, c'est la vision qu'ont les chercheurs en cryptographie, surtout la recherche théorique en cryptographie, c'est regarder quels sont les nouveaux outils mathématiques développés, les nouvelles théories, et se dire, est-ce qu'il y a moyen de s'en servir pour faire de la cryptographie? Des cryptosystèmes, donc des moyens de chiffrer des informations, sont créés à partir des courbes elliptiques. D'accord. Il y a notamment, si j'en prends donc il y a un algorithme qui s'appelle ECDSA, et le EC, ça veut littéralement dire elliptic curve. Et cet algorithme est ce qui est utilisé, par exemple, sur Internet pour transmettre des informations. Quand tu utilises Firefox ou Google Chrome, c'est typiquement ECDSA qui est utilisé pour assurer la sécurité des communications. Ce qui fait que ton ordinateur utilise des courbes elliptiques pour naviguer sur Internet. D'accord. Sans qu'on s'en doute. Eh bien, tout à fait. Et c'est une chose que j'ai trouvé vraiment incroyable quand j'ai étudié mon master. Et il se trouve qu'un exemple, si tu vas un peu trifouiller dans les options de ton navigateur Firefox, par exemple, tu peux même avoir les coefficients de la courbe qui sont utilisés. Ah oui? Ah oui. Tu vas chercher sur ton navigateur, tu as ce qu'on appelle un certificat Internet. Donc, c'est un fichier qui comporte différentes informations pour s'authentifier, si tu veux communiquer entre A et B. Il faut que les deux personnes se mettent d'accord sur quelle courbe elliptique utiliser. Et donc, du coup, dans ce certificat, il y a écrit les coefficients A, B, C de la courbe elliptique, qui s'écrit sous la forme y carré égale ax au cube plus bx carré plus c, je crois. Et ces coefficients varient au fur et à mesure. Non, ils varient pas au fur et à mesure de la liaison, en fait. Non.
On se fixe une courbe elliptique. D'accord. Après, on va travailler sur cette courbe elliptique pour chiffrer des informations. Et d'ailleurs, des organismes d'experts en cryptographie ont justement trouvé des courbes elliptiques qui sont plus optimisées, plus puissantes, en disant, bah voilà, si vous prenez la valeur de x égale ça, y égale ça, eh ben, vous obtenez une courbe elliptique où, en plus de pouvoir chiffrer, eh ben, c'est plus rapide parce qu'on peut optimiser en utilisant telle méthode. Donc, du coup, il y a même des courbes elliptiques déjà standardisées. D'accord. Toutes faites et qu'on peut et qu'on peut utiliser. C'est ça. Et c'est typiquement l'un des métiers de mathématicien cryptologue de se dire quelle courbe elliptique on doit utiliser pour que ce soit plus optimisé, pour que ce soit plus facile pour l'ordinateur. Au bout de ce master, est-ce que tous tes camarades de classe sont tous devenus donc cryptologues en fait? Tout à fait. Contrairement à des études qui sont même dans le niveau du master généraliste, là c'est vraiment l'objectif de tout le monde, c'est délivrer un diplôme de cryptologue. C'est ça. On devient cryptologue reconnu. Oui. Et après, on peut se sous-spécialiser dans les différents domaines de la cryptographie. Et on est tous partis dans des horizons divers et variés. Certains sont partis vers un doctorat pour faire de la recherche universitaire, de la recherche théorique ou de la recherche appliquée. D'autres, comme moi, sont partis travailler dans des entreprises, dans des agences étatiques qui ont besoin concrètement de sécuriser des informations. Et donc, du coup, on apporte notre savoir-faire. Disons qu'il y a le domaine de la recherche théorique, le domaine de la recherche appliquée et le domaine de la mise en application. Alors justement, diplômé, tu décides de partir sur le marché du travail alors? C'est ça. Là où tu es maintenant, c'est ton premier travail ou il y a eu déjà… Non. Alors tout à fait, c'est littéralement mon premier travail puisque à savoir que dans le master, lors de la dernière année, donc la deuxième année, on a un stage de 6 mois en entreprise ou en laboratoire pour valider notre master. J'ai fait mon stage donc dans l'agence étatique luxembourgeoise pour laquelle je travaille actuellement. À la fin de ces 6 mois, ils ont décidé de me garder en CDI puisqu'ils avaient besoin d'un mathématicien cryptologue. Je t'interromps un tout petit peu parce que tu dis plein de choses intéressantes, mais au Luxembourg, tu as fait ton stage pour des raisons pratiques familiales ou parce que la cryptologie au Luxembourg, parce qu'on connaît la spécificité de cet État, est un nid à cryptologues? Alors, pour un petit mélange de ces deux raisons, la première est que de base, j'habite en Lorraine, ce qui fait qu'il y a une proximité avec tout mon cercle de connaissances, familial, amis, etc. Et surtout que j'avais l'opportunité pour travailler pour une agence étatique qui a beaucoup d'influence avec différents autres organismes, donc par exemple la Commission européenne, Interpol. C'est une agence… Interpol? Oui, en effet. Carrément. Donc c'est pas une légende urbaine quand on voit dans les films. Enfin, je veux dire, là où tu travailles, il y a des collaborations avec Interpol. Tout à fait. On a toute une liste d'agences et de gouvernements avec qui on collabore. Et parmi ceux-là, donc on a, comme j'ai dit, la Commission européenne, différents États, la Belgique par exemple. Et cette agence, du coup, me donnait l'opportunité de travailler sur des projets extrêmement intéressants avec des applications de grande ampleur. Alors, rassure-moi, est-ce que l'offre d'emploi, elle est cryptée pour dénicher des cryptologues ou ça non, mais où tu l'as trouvé Je peux comprendre que ça paraisse secret, ça paraisse un peu opaque. Et d'ailleurs, justement, mon professeur nous avait expliqué qu'il faut un peu se battre contre ça, puisqu'il y a beaucoup d'idées reçues en se disant « Ah, la cryptographie, il faut que ce soit secret, il faut que ce soit dans une boîte noire. » Et en fait, pas du tout. La cryptographie, c'est entièrement public, puisque les cryptosystèmes qui sont utilisés dans la vie de tous les jours ne sont pas secrets. Si tu veux savoir comment fonctionne le fameux ECDSA, tu tapes ECDSA sur Internet et tu as tout l'algorithme qui est décrit parfaitement. Donc, l'idée Donc, on explique, tu es en train de me dire que la cryptographie, c'est expliquer à tout le monde comment avoir des communications secrètes. C'est ça. On part du principe que un bon cryptosystème n'a pas besoin d'être secret. C'est-à-dire que je peux dire ouvertement, voilà, je vais communiquer avec Manu Houdar par exemple, et je vais communiquer avec Manu Houdar en utilisant les courbes elliptiques, et en utilisant 7 courbes elliptiques même, et en utilisant 7 courbes elliptiques comme ça. Et si l'algorithme est suffisamment bien fait, on aura l'occasion du personne ne peut réussir, parce que je suppose que ça, c'est ce qui vous fait avancer constamment, c'est que des gens réussissent toujours.
C'est le fameux jeu du chat et de la souris. C'est pour tout système, il existe une attaque. Pour toute attaque, il existe une contre-attaque. Pour tout contre-attaque, il existe une contre-contre-attaque. Et c'est littéralement le métier de cryptologue que de faire ça. Si je prends un exemple concret, à chaque fois que tu as une mise à jour Windows, une mise à jour sur ton téléphone, potentiellement, ça peut être une mise à jour sécuritaire. Ça veut dire que quelque part dans le monde, donc si c'est une attaque cryptographique qui a été faite, il y a un cryptologue qui a trouvé une faille dans le système de sécurité de ton téléphone. Donc ça peut être ta boîte mail, ça peut être le code que tu mets en entrée, qui a publié ça, qui a expliqué voilà comment on fait pour attaquer Android par exemple. Et les développeurs, basés sur le papier qu'aura produit le cryptologue, mettent au point une mise à jour. Alors, c'est peut-être pas une faille directe qui permet de pénétrer entièrement dans le téléphone, mais en tout cas, c'est peut-être une faille qui pourrait permettre une voie d'accès, j'imagine. C'est ça. Si je prends un exemple concret encore une fois, donc sans entrer dans les détails en cryptographie, comme j'ai expliqué, on utilise les nombres premiers. Oui. Des nombres premiers qui doivent être gardés secrets. C'est une clé privée qu'on appelle. Il se trouve que si tu choisis mal tes nombres premiers, tu peux avoir certains problèmes. Notamment, tu as les fameux nombres premiers qui peuvent s'écrire comme 1 puissance de 2 moins 1. Oui. Qui sont les nombres premiers de Mersenne, je pense. Voilà, très bien, j'avais perdu le nom, merci beaucoup. Eh bien, il se trouve que si par hasard tu tombes sur un nombre premier de Mersenne pour faire de la cryptographie, eh bien, il y a des attaques extrêmement puissantes qui permettent de tout casser. Ah oui, donc il faut éviter ces nombres-là. C'est ça, et ce qui fait qu'au début, on ne le savait pas. Des cryptologues ont écrit des papiers de recherche en disant, voilà, supposons que ce soit un nombre premier de Mersenne, et ben, en faisant quelques petits calculs tout simples, et ben, j'arrive à retrouver quel nombre premier est utilisé. Et donc, du coup, j'ai la clé privée du propriétaire, et donc, du coup, là, je fais ce que je veux, je fais de l'usurpation d'identité, j'ai accès à toutes ces communications. Et basé sur ces papiers de recherche-là, les développeurs, ils ont mis au point des mises à jour. Ils ont fait en sorte que, quand un nombre premier est généré, on teste que ce ne soit pas un nombre premier de Mersenne. Alors, moi, j'ai déjà eu l'occasion, évidemment, on a eu l'occasion de souper ensemble. Même, tu m'as fait goûter un délicieux gratin spécifique à la Lorraine. Hein, c'est bien ça. C'est ça, le gratin de pommes de terre à la Lorraine. Ah, gratin à délice, hein, je vous conseille. Bon, ça vaut pas les frites belges, mais quand même. C'est vrai que du point de vue de la cuisine de la pomme de terre, c'est vous les champions, ça c'est un... Mais c'est plus léger, c'est plus léger. En quoi consistent tes journées au bureau? On a des missions publiques, donc il y a des projets sur lesquels je peux parler sans problème. Attends, ça veut dire qu'il y a des missions sur lesquelles tu ne peux pas parler? Il y a des projets de recherche, des projets de développement qui sont sous scellés, ou parce qu'ils sont propriétaires pour mon agence, ou alors par rapport à d'autres organismes avec lesquels on collabore. Est-ce que l'entreprise, est-ce que c'est compliqué d'y accéder physiquement, je vais dire? Est-ce que tu as un sentiment... Ah oui, il y a une sécurité extrêmement renforcée. Oui. Alors, ça aussi, une chose que notre professeur nous avait mis en garde, dans notre métier, on n'a pas les conditions de travail enfin, les plus faciles au monde, enfin, dans le sens où pour aller au bureau, il ne suffit pas juste de badger à la pointeuse. Ah oui, c'est ça, non, c'est pas comme ça chez vous. Il y a des processus de sécurité qui sont standards. Il y en a des contrôles toutes les semaines pour s'assurer qu'il n'y ait pas de caméras cachées dans nos bureaux ou de microphones qui auraient été installés par je ne sais pas quel agent d'entretien. Donc, ah oui, pour s'emparer justement des découvertes. Alors, c'est pas tant les découvertes, puisque les découvertes sont publiques, puisque le domaine de la recherche, etc. Mais c'est surtout sur l'aspect cryptographie appliquée, c'est-à-dire concrètement, on met au point un système pour que deux banques puissent communiquer. Potentiellement, il faudra gérer les clés privées. Ouais. Donc c'est aussi une des parts du métier cryptologue. Concrètement, concevoir les algorithmes pour gérer correctement les clés privées, qui sont quelque part du coup sur un serveur, sur un ordinateur. Ah oui, et si on avait accès justement à ces clés privées, alors là c'est un peu comme si on donnait les deux nombres sur lesquels toute une communication secrète est basée. C'est ça. Et à partir de là, on peut faire l'usurpation d'identité. Tu peux envoyer un message au nom d'une banque et tu peux falsifier un compte en banque. Tu peux dire que Monsieur Machin
a 10 millions d'euros sur son compte en banque, alors que pas du tout. Et on va te croire puisque bah, tu as prouvé que tu étais la banque, puisque tu as la clé privée. Ça me surprend, mais tu parles ici déjà pour la troisième fois d'usurpation d'identité. Ça veut dire que c'est un thème très fréquent là où tu travailles? Alors, il faut savoir que la cryptographie, on la connaît beaucoup pour tout ce qui est chiffrement de messages, mais en soi, la cryptographie, ça permet de faire trois choses. Ça permet donc d'envoyer une communication de façon sécurisée, de A à B sans que n'importe qui puisse la vérifier. Ça s'appelle le chiffrement. Ça permet d'authentifier. Donc, il y a des cryptosystèmes qui permettent de s'assurer que c'est bien Mathieu Sima qui envoie un message à Manu Oudar et pas quelqu'un qui veut se faire passer pour Mathieu Sima. Ça, c'est ce qu'on appelle la signature numérique. Un exemple, quand tu vas sur Internet, sur Google par exemple, ton navigateur Internet va faire tourner des algorithmes qui permettent de s'assurer que tu es bien sur la page de Google et pas une page Internet qui veut se faire passer pour Google. Donc, encore une fois, par des échanges de certificats numériques. Donc, ça, c'est l'authenticité. Et la troisième chose que permet de faire la cryptographie, c'est la non-répudiation. C'est-à-dire que si j'envoie une information à quelqu'un, cette personne ne pourra pas nier qu'elle l'a reçue. Elle ne pourra pas mentir sur le fait qu'elle l'a reçue. Un peu comme un accusé de réception de la poste? Exactement, mais sécurisé de façon mathématique. C'est-à-dire que mathématiquement, j'ai une preuve qu'elle a reçu la donnée ou j'ai une preuve qu'elle n'a pas reçu la donnée. Mais c'est-à-dire que si dans le futur, elle dit « Ah mais non, mais j'ai jamais reçu ce message », j'ai une preuve au sens mathématique du terme, qui montre que si le message a été envoyé. D'accord. Donc, c'est des domaines, donc on appelle ça les zero knowledge proof. Donc, en français, ça se traduit par preuve sans divulgation, dans le sens où tu vas devoir, par exemple, prouver que je t'ai envoyé un message, donc par exemple à un grand public, mais ce message est secret, donc tu n'as pas le droit de le rendre public. Donc, comment tu fais pour prouver que tu as reçu un message sans montrer le dit message? Eh bien, il y a des protocoles qui permettent de faire ça. Et ça peut être utilisé dans différents domaines, par exemple les domaines juridiques. On peut imaginer que dans une affaire, un procès, une entité ait besoin de prouver qu'elle possède telle information, mais n'a pas envie de la rendre publique au juré ou au tribunal. Et donc, du coup, elle peut prouver qu'elle dispose d'une information sans révéler cette information. En quoi consistent tes journées au travail et ton métier de façon concrète? Si je donne quelques domaines d'application sur lesquels on travaille chez nous, on travaille beaucoup sur tout ce qui est papier d'identité, donc les passeports et les cartes d'identité et les permis de résidence. On assure l'intégrité des passeports luxembourgeois. Si un jour on apprend que tel algorithme crypto est cassé, parce qu'il y a eu une attaque concrète qui fait que tout est cassé, eh bien c'est à nous de décider comment on va faire pour réparer ça. Quel algorithme on va utiliser, comment on va le changer, quelle mise à jour on va faire. C'est une de nos missions. On a développé une application qui s'appelle Visogo, disponible sur Android, gratuitement sur le Google Store. Et l'idée, c'est que n'importe qui, avec un téléphone et cette application, peut vérifier qu'un passeport de n'importe quel pays, français, belge, luxembourgeois, japonais, américain, avec juste un téléphone et cette application, on peut vérifier qu'un passeport est vrai. Tu prends ton téléphone, tu prends ton passeport, tu colles ton passeport contre ton téléphone, donc il y a une communication NFC qui se fait entre la puce qui est dans le passeport et ton téléphone. Oui. Notre application va vérifier tous les protocoles cryptographiques et va dire, voilà, ce passeport est un passeport belge légitime. Est-ce que tu as déjà eu des cas où on disait que c'était valable, mais qu'en fait c'était une usurpation de passeport? J'imagine. L'idée, c'est que cette application est au même niveau de mise à jour que les aéroports, par exemple. C'est-à-dire que si un passeport est capable de berner notre application, alors il est capable de berner les aéroports. Ah oui. Et réciproquement, si un passeport est détecté comme frauduleux à l'aéroport, alors il est détecté comme frauduleux via Visogo. Et là, il y a une espèce de solidarité, justement. Imaginons qu'il passe comme étant vrai et qu'on sait après qu'il est faux en réalité, parce que, je sais pas, la personne a été arrêtée et on se rend compte, qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là? Alors, ça peut être aussi une de mes missions.
l'organisme qui est chargé d'intercepter ce passeport, donc Interpol par exemple, ou les autorités du pays, va donc du coup récupérer ce passeport. Nous, on va y avoir un droit d'étude dessus, donc on va recevoir sous scellé le passeport frauduleux. Sous scellé, là, voilà. c'est vraiment très précieux. Ah oui, oui, puisqu'on a littéralement en main un passeport qui est capable d'outrepasser tous nos systèmes de sécurité, et normalement, c'est pas possible. Donc, on est dans l'univers des faussaires, là, alors. C'est exactement ça. Et une de nos capacités, c'est de décortiquer ce faux passeport pour essayer de comprendre comment il fonctionne, comment le faussaire a fait, et du coup, contrecarrer ça et déployer le plus vite possible des mises à jour sur notre application et dans tous les aéroports du monde. Je ne sais pas si c'est peut-être une question étonnante, mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être admiratif, on va dire? Ah oui. Il y a un exemple concret que je peux donner. Il y a quelques années, une personne voulait passer sur une frontière, il me semble, en Asie, mais je suis plus sûr, en présentant un passeport. Et il se trouve que quand il passait le passeport au niveau de la frontière, la machine qui était censée lire le passeport plantait. Elle buguait complètement. Ce qui fait que, donc, du coup, il se présentait en tant que banal utilisateur, il donne son passeport comme n'importe quel voyageur, la machine plante, donc du coup, le garde de la sécurité est un peu gêné, il dit désolé, on a visiblement un problème technique, du coup, il regarde juste la photo et la date de naissance, etc., il dit vous pouvez passer. Il se trouve que cette même il n'y a pas un appareil de réserve? Alors, il se trouve que tous les appareils étaient connectés en réseau et que c'est vraiment tout le réseau qui a planté. Et ils ont, sur le coup, simplement pensé que c'était une panne de réseau de chez eux. Donc, tout est hors service. Donc, du coup, dans ce cas-là, ils font juste des vérifications manuelles. C'est ce que la personne voulait, j'imagine. C'est exactement ça, parce que y a des milliers de voyageurs qui attendent de prendre leur avion. Donc, on vérifie la photo, on vérifie le papier, le filigrane. Mais bon, ça, ok, c'est bon, et vous pouvez passer. Quelques semaines plus tard, même personne, ils recheckent. De nouveau, tout plante. Et il se trouve que l'un des agents de sécurité était le même que les semaines précédentes. Et il se souvient que c'est le gars. Ouais, il se souvient que c'est cette même personne. Donc, il se dit 2 fois d'affilée, c'est pas possible. Ouais. Ils l'ont donc du coup interpellé. Il se trouve que c'était une fausse identité. Et le passeport contenait un virus à l'intérieur qui fait que quand il était scanné, la machine plantait et avait la capacité aussi de propager le virus dans toutes les autres machines, dans tout le réseau. C'était ce gars-là qui l'avait développé, en fait? Alors, généralement, ils achètent ça sur le marché noir. Généralement, c'est des personnes qui ont mes compétences, mais qui travaillent pour le... Et il y a un mauvais côté, en fait. Ils ont basculé du côté de la force sombre. C'est ça, c'est les fameux white hat et black hat, donc les chapeaux blancs, les chapeaux noirs. Les chapeaux blancs, c'est ceux qui ont les compétences pour le service du bien. Les chapeaux noirs, c'est ceux qui ont les compétences pour le mal. J'ai jamais entendu, c'est comme ça que vous vous appelez dans le secteur? Dans les différents domaines, donc cryptographie, hacking, cybersécurité, il y a les white hat et les black hat. Alors après, il y en a d'autres, il y a les grey hat, donc les chapeaux gris qui sont un peu entre deux. Il y a encore une fois, plein d'ensembles et tous ensemble. Toi, t'es un vrai white, là, pour le moment. Ah, moi, je travaille pour le bien. Mais j'ai dit pour le moment, hein, on ne sait pas. Tu es jeune parce que j'imagine que ça rapporte. Ça doit être très lucratif de faire, comme tous les voies de faussaires, j'imagine. Littéralement, si un jour un cryptologue découvre une faille dans un système de sécurité, les passeports par exemple, les passeports canadiens par exemple. Alors, les passeports canadiens ont une faille de sécurité. Plutôt que d'avertir le gouvernement du Canada en disant voilà, votre truc il est cassé, je vais vous expliquer comment faire, je le garde pour moi, je mets en application, je crée un faux passeport canadien. Ensuite, je me connecte sur le marché noir et je dis voilà, qui veut des faux passeports canadiens qui peuvent passer les aéroports? Et voilà, je les vends. Ouais, je comprends. Et donc, du coup, dans une de nos missions, c'est aussi l'interception de ces technologies-là, de les comprendre, de réfléchir comment la personne a fait pour expliquer et faire des mises à jour. Et ce que tu disais sur le fait d'être admiratif, c'est exactement ça, parce qu'en ayant étudié comment
avait fait le concepteur de ce fameux passeport. Ah oui, de celui qui mettait le virus dans toutes les bornes. Et en fait, il se trouve que tout ce qu'il avait fait, enfin tout, mais ça paraît ridiculement, mais c'était très ingénieux. Si je simplifie les choses, imagine que tu as besoin de transmettre des nombres premiers pour l'algorithme. Ben en fait, lui, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va transmettre des nombres qui ne sont pas premiers. Donc des nombres qui, normalement, ne fonctionnent pas. Et la machine, quand elle va essayer de manipuler ces nombres comme les nombres premiers, ben, ça ne va pas marcher et il va y avoir, par exemple, une division par zéro. Et l'algorithme… La fameuse division par zéro, alors. Ben, ça, et alors l'algorithme, il ne comprend pas, et ben, donc du coup, tout plante. Donc, il a littéralement juste envoyé des clés qui sont normalement des clés corrompues, des nombres qui ne sont mathématiquement pas corrects. Et l'algorithme, bah, lui, il part du principe que ce qu'on lui donne, bah, c'est correct. Et donc, il doit traiter l'information et il ne peut pas le faire. Alors, ça a l'air simple comme tu nous le racontes, mais je suppose que c'est très compliqué de réussir à envoyer des données corrompues. Ben, surtout que normalement, il y a des vérifications qui sont faites. C'est normalement, avant de commencer quoi que ce soit, on vérifie, alors attendez, est-ce que les nombres ils sont bien premiers? Oui, c'est bon, ils sont bien premiers. Mais il y avait une faille, ce qui fait qu'il y avait un des paramètres qui n'était pas correctement vérifié. Et donc, du coup, il y avait possibilité de passer à travers les mailles du filet. D'accord. Et justement, en étudiant ça, on a compris que c'était cette vérification-là qui n'était pas suffisamment bonne et que l'attaquant en avait profité. Du coup, ça me fait penser à une question, c'est est-ce que, comme le médecin, le serment d'Hippocrate, est-ce que vous avez une espèce de serment de servir le bon côté, ou c'est officieux, ou ça existe vraiment? Alors, déjà, il y a juste l'idée de se dire que voilà, on travaille déjà pour le côté du bien. Donc, évidemment que notre but principal, c'est de faire en sorte qu'un maximum de personnes soient au courant pour mieux se protéger. C'est vraiment la philosophie principale, faire en sorte qu'un maximum de gens soient avertis pour qu'un maximum de gens puissent réagir face à l'attaque. Qu'ils ne soient pas comme ça attaqués sans se rendre compte que leur système était cassé sans le savoir. Et par rapport au serment d'Hippocrate, il y a une sorte d'équivalence en cryptographie qu'on appelle, donc c'est pas un serment, c'est un principe, ça s'appelle le principe de Kirchhoff. Donc Kirchhoff, c'est un cryptologue militaire qui a vécu dans les années 30, je crois. Donc le principe de Kirchhoff qui dit que, c'est un peu ce que j'avais expliqué précédemment, la cryptographie, c'est pas secret. Donc un cryptosystème correctement sécurisé n'a pas besoin d'être gardé secret. Si tu veux envoyer un message de A à B en utilisant des nombres premiers, l'attaquant, normalement, il peut savoir que tu utilises des nombres premiers. C'est pas un problème. Tu peux lui donner tout l'algorithme. Tu dis, voilà, je vais prendre un nombre premier, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et c'est comme ça que je vais transmettre le message. L'attaquant, il peut avoir tout ton protocole, mais ça ne va pas l'aider à trouver les nombres premiers que tu as utilisés. Ouais, donc là, c'est vraiment un art. C'est la noblesse de l'art, quoi. De se dire, je dis tout, mais simplement, ce qu'on sait qui sont les clés secrètes et que je ne peux pas dire les clés de départ. Alors, du coup, même si vous connaissez tout le procédé, vous ne savez pas rien faire. C'est ça. Et c'est la philosophie principale, notre serment en quelque sorte. Quand on attaque quelque chose ou quand on conçoit un cryptosystème, on va jamais vouloir garder quelque chose de secret. Si on commence à concevoir un algorithme et qu'on se dit mais il y a peut-être moyen que si ça c'est rendu public, il y a des gens qui trouvent des failles, non, faut le rendre public. Et les gens vont trouver des failles et c'est comme ça qu'on va pouvoir l'améliorer. Ah oui, c'est vraiment un code de conduite, quoi. Voilà, c'est ça. C'est littéralement la première chose que nous a enseigné notre professeur en cryptographie lors de mon tout premier cours de crypto dans mon master. Justement, on a parlé tantôt d'évolution et tu as dit que ça consistait en une part importante de te tenir à jour, mais est-ce que ton métier, c'est quand même un domaine qui est en expansion depuis quoi la cryptographie? Moi, je dirais 20 ans, mais j'imagine que c'est lié au boom informatique quand même aussi. Complètement. C'est lié à l'expansion d'Internet et c'est lié à la conjecture de Moore, donc c'est-à-dire l'idée que la puissance des ordinateurs augmente de façon exponentielle. C'est-à-dire que… Elle double tous les 10 ans, non? C'est pas tous les 6 mois, pardon. Oui, voilà. Je crois que c'est ça. Je saurais plus exactement redonner le facteur, mais l'idée, c'est que c'est pas proportionnel. Les ordinateurs qu'il y a 2 ans ne sont pas 2 fois moins puissants, ils sont 4 fois moins puissants.
Mais j'ai entendu que cette loi de Moore, elle va à un moment donné atteindre, on va dire, sa limite. Mais les ordinateurs vont peut-être aussi se transformer. On parle beaucoup d'ordinateurs quantiques. Est-ce que ça pourrait changer vraiment la manière dont les données sont cryptées ou... Complètement. C'est même toute une branche de la cryptographie qu'on appelle la cryptographie quantique et la cryptographie post-quantique, qui sont des choses dont j'ai beaucoup étudié, surtout post-quantique. L'idée de la cryptographie post-quantique, c'est on part du principe que, voilà, il y a un ordinateur quantique universel qui existe, comme celui qu'essayent de fabriquer Google et IBM. Ça, c'est notre postulat de base. On part du principe qu'un jour, on y arrivera. Oui, et ça, c'est quasiment une certitude. Voilà. C'est sous cette hypothèse-là, comment on fait pour concevoir des cryptosystèmes résistants face à ce nouveau type d'ordinateur? Parce qu'il a été démontré, on n'a pas encore les ordinateurs quantiques en main, mais on a déjà démontré mathématiquement qu'on est capable, par exemple, de casser tous les cryptosystèmes basés sur des nombres premiers. Puisque actuellement, les nombres premiers sont utilisés pour quoi? Si je prends deux très grands nombres premiers que je les multiplie entre eux, je donne ça à un ordinateur. Il ne s'est pas retrouvé. Exactement. C'est trop lent, en fait, c'est ça. Exactement. Pour l'instant, tout ce qu'on sait faire, c'est tester toutes les possibilités pour trouver quels étaient ces fameux deux nombres premiers. Si les nombres sont très grands, c'est très très lent. Un ordinateur, même très puissant, n'est pas capable de le faire, un ordinateur classique. Mais on a trouvé des algorithmes qui, si on a accès à un ordinateur quantique, ça se fait très rapidement. Donc ça, c'est la fin du RSA. Le RSA, par exemple, qui est l'algorithme utilisé pour les transmissions, ça c'est fini alors? Oui, c'est sous l'hypothèse quantique, RSA est caduque. RSA, il n'y a même pas d'idée de mise à jour possible. Parce qu'une mise à jour de RSA, ce serait dire on augmente la taille des nombres premiers. Oui, ça ne changera pas la puissance par rapport à un ordinateur quantique. Justement, c'est l'ordinateur quantique, un des résultats qui a été démontré, c'est que le nombre de calculs nécessaires ne dépend pas de la taille des nombres premiers, en gros. Ah oui. Donc tu as beau choisir des nombres premiers aussi grands que tu veux. C'est un moment, oui. C'est ça. Les courbes elliptiques aussi. Les courbes elliptiques, donc notamment ECDSA, seraient cassées via les ordinateurs quantiques. Et donc, du coup, il y a tout un nouveau pan de la recherche en crypto qui est de concevoir des cryptosystèmes résistants au quantique. Et donc, du coup, ça nous force à étudier des nouvelles théories mathématiques. Puisque, donc, du coup, on sait que les courbes elliptiques, voilà, on peut mettre ça de côté. Pareil pour les nombres premiers. Et on commence à étudier d'un truc qui s'appelle la théorie des réseaux euclidiens, la théorie des polynômes multivariés. C'est déjà abouti, ces recherches-là? Oui. Oui. C'est-à-dire on a déjà concrètement des algorithmes, des cryptosystèmes. D'accord. Donc, il y a même un concours, ça se fait beaucoup en crypto, organisé par le NIST, donc c'est-à-dire l'organisation des standards américains, qui est de se dire, voilà, on aimerait savoir concrètement quel algorithme on va utiliser dans le futur, le jour où on aura des ordinateurs quantiques. Donc, ils ont dit, voilà, si vous avez des algorithmes post-quantiques à nous proposer, envoyez-les-nous et on va faire une sorte de concours. Donc, il y a plein de cryptologues à travers le monde qui ont proposé leurs algorithmes. Et du coup, cette même communauté s'est auto-attaquée les uns les autres. Et au fur et à mesure des attaques et des mises à jour, il y a des cryptosystèmes qu'on a découvert qui étaient complètement cassés et qu'on ne pouvait pas les mettre à jour. Donc, du coup, ceux-là, on les a éliminés. Et actuellement, il reste, je crois, 4 ou 5 candidats et dont l'un d'eux deviendra le prochain standard qu'on utilisera pour se protéger contre les ordinateurs quantiques. Donc ça, c'est un gros domaine de la crypto moderne, de concevoir ces algorithmes-là ou même de les attaquer. Oui, et là, ça reste quand même un exercice intellectuel assez intense, non? Alors, très compliqué parce que donc du coup, il y a ça, donc ça c'est la cryptographie post-quantique, il y a aussi ce qu'on appelle la cryptographie quantique, qui là consiste à faire de la cryptographie avec un ordinateur quantique. Puisque là, la post-quantique, on part du principe que même un ordinateur classique, comme le tien, peut se protéger contre un ordinateur post-quantique. Donc l'idée, c'est comment on va créer un algorithme qui tourne sur un ordinateur classique, mais qui peut être protégé d'un ordinateur quantique. On peut imaginer que Google soit les seuls à posséder un ordinateur quantique. Ça ne veut pas dire qu'on est tous vulnérables face à Google. D'accord. Et maintenant, alors, la cryptographie quantique que tu étais en train... Cette fois-ci, on part du principe que tout le monde a un ordinateur quantique, ou du moins les deux personnes qui veulent communiquer. Oui, d'accord. Et on utilise les spécificités de ces nouveaux types d'ordinateurs pour concevoir des nouveaux cryptosystèmes. Ah oui.
Et donc, du coup, j'ai eu des cours d'informatique quantique, parce qu'avant ça, il faut comprendre comment ça fonctionne un tel ordinateur, ou du moins comment ça fonctionnera, parce que c'est Ouais. très théorique. Moi, peut-être pour éclaircir, hein, parce qu'on parle depuis tantôt des ordinateurs quantiques, la différence, c'est qu'en fait, d'après ce que j'ai compris, on est à la fois dans l'état 0 et dans l'état 1 en même temps, en fait. C'est-à-dire, c'est ça, un ordinateur classique, actuellement, il fonctionne sur deux états, le fameux système binaire, 0 Oui. ou 1, parce que concrètement, dans le circuit électrique, le Ça courant passe ou ça passe pas. ou il passe pas. Il n'y a que deux possibilités et pas d'entre-deux. L'ordinateur quantique va utiliser des propriétés de la physique quantique, notamment certaines particules subatomiques, qui peuvent avoir deux états simultanés, ou du moins tant qu'on ne l'observe pas. Une fois qu'il est observé, on fige l'état. Et on va construire ce qu'on appelle un qubit, en opposition au bit informatique. Oui, le qubit. Le qubit, le quantum bit, qui fait qu'il a une valeur qui est en quelque sorte à la fois 0 et 1. C'est ça, il peut être les deux à la fois. C'est ça, et à savoir que c'est très compliqué parce qu'il peut être les deux à la fois, mais pas au même niveau. C'est-à-dire qu'il peut être à 30% 1 et à 70% 0. Ah, ça, je ne savais pas, d'accord. C'est les outils mathématiques qui sont utilisés pour modéliser un ordinateur quantique sont très, très compliqués. Ça j'avoue que de toutes les théories que j'ai étudiées dans mon master, c'est celle où j'ai dû le plus m'accrocher. C'est ce qui va faire que ces ordinateurs quantiques sont beaucoup plus rapides, alors. C'est-à-dire que si on suppose qu'on est capable, en quelque sorte, de compresser les bits en un seul qubit, par exemple, et avec certaines règles de manipulation qu'on a sur eux, plutôt que de faire des calculs sur plusieurs gigaoctets, on se retrouve à faire des calculs que sur un qubit. Et en plus, cet objet va avoir des propriétés qui fait qu'il y a certains calculs qui vont être plus rapides. Notamment, la factorisation en nombre premier. Pourquoi c'est si compliqué? Parce que multiplier deux nombres, pour un ordinateur, c'est compliqué, c'est long. Si les nombres sont très grands, multiplier deux nombres, c'est compliqué. Et comme j'ai dit qu'actuellement, tout ce qu'on a comme méthode, c'est tester toutes les possibilités, genre tester tous les nombres premiers et les multiplier entre eux, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je veux tester deux nombres premiers, très grands, il faut d'abord que je les multiplie et que je regarde le résultat. Est-ce que c'est le bon résultat? Non. Alors je reteste deux nombres premiers, je les multiplie, ça prend du temps. Est-ce que c'est le bon résultat? Non. Avec l'ordinateur quantique, l'opération, elle est instantanée. Ce qui fait que je peux tester toutes les possibilités comme ça. Et donc, au final, j'ai les bons nombres qui correspondent. C'est l'idée. Donc, en fait, on continue à le faire à la dure, mais avec un système beaucoup plus performant en rapidité. C'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle une attaque en brute force en cryptographie. Donc, attaque par force brute, c'est littéralement tu testes toutes les possibilités. Et l'intérêt de l'informatique quantique, c'est que tous ces tests deviennent triviaux, deviennent instantanés, en utilisant des propriétés de l'informatique quantique. Donc ça, c'est une des spécialités de la crypto, donc les cryptos post-quantiques, les cryptos quantiques. Moi, ma spécialité, c'est quelque chose qui s'appelle la stéganographie. Je ne sais pas si tu... La stéganographie, pour moi, c'est l'art de cacher, justement. Moi, je pensais que c'était un peu opposé à la cryptographie. La stéganographie, d'après ce que j'ai en tête, les premiers cas, c'est par exemple quand on se faisait tatouer un plan et puis les cheveux passaient. Donc, c'est ça. C'est en Égypte antique, comme tu le dis, généralement, on rasait le crâne des esclaves. Oui. Les pharaons indiquaient des documents militaires, par exemple. On attendait que les cheveux repoussent et l'esclave était ensuite transmis d'un camp à un autre, et puis après, une fois reçu, il lui rasait le crâne. C'est l'un des premiers exemples de stéganographie. Mais alors, c'est un peu contraire à la cryptographie. Un des pans de la recherche en stéganographie, c'est d'essayer de la coller avec la philosophie de la crypto, de se dire que rien n'est secret. L'idée, c'est est-ce qu'on peut concevoir des méthodes pour cacher des informations qui fait que même si tu sais comment cette méthode fonctionne, tu n'es pas capable de retrouver l'information. Imagine, on fait de la stéganographie sur une image, quelque chose qui se fait beaucoup, qui a été beaucoup utilisé dans le marché noir ou pour des transmissions terroristes, par exemple. Je t'envoie une photo, mais dans le fichier binaire de cette photo, j'ai caché un plan, par exemple. Ça, c'est de la stéganographie. Le truc, c'est qu'actuellement, si tu sais comment la personne a fait, tu peux le voir, voilà. Hop, tu arrives à récupérer le plan. Ce qu'on essaye de mettre en place, c'est de se dire, imagine, je te transmets une image avec quelque chose de caché dedans.
Je t'explique, voilà, alors j'ai caché quelque chose dans cette image, voilà comment j'ai fait, donc j'ai utilisé tel algorithme, j'ai utilisé des nombres premiers par exemple, voilà comment j'ai fait, vas-y. Et ben même si tu as l'algorithme devant les yeux, que tu l'as parfaitement compris, tu n'es pas capable d'extraire l'information cachée, et pire, tu n'es même pas capable de dire s'il y a effectivement une information cachée. Et c'est un peu sidérant, ça. C'est notamment des projets sur lesquels je travaille. C'est des conceptions d'une méthode qui fait qu'actuellement, la stéganographie, on est encore un peu dans l'idée avant Kirchhoff de dire qu'il faut que ça reste secret parce que dès qu'on sait comment ça fonctionne, tout est cassé. L'idée, c'est de se dire, moi, je peux faire un algorithme qui fait que je peux même l'expliquer à tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais il sera tout aussi sécurisé. Tu m'apprends que c'est une branche finalement qu'on développe. Et quel est l'intérêt d'avoir des systèmes différents en cryptographie? Il y en a plein. Donc, c'est pas deux systèmes différents, mais c'est deux conceptions idéologiques très différentes. En fait, c'est un peu la différence entre message secret et message chiffré. Un message chiffré, il est dit à haute voix. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si je transmets un message chiffré publiquement, je le transmets au nom de Mathieu Sima. Tout le monde est au courant que j'ai une information à transmettre. Donc déjà, ça, c'est pas secret. Personne ne sait quelle information il s'agit, mais tout le monde est au courant que je suis en train de transmettre une information. Oui. La stéganographie, ça permet justement de cacher ça. C'est je transmets une information, mais j'ai pas envie de dire que je transmets une information, donc à la place, je vais transmettre mes photos de vacances, donc quelque chose de purement anodin, et dans ces photos de vacances, j'aurais caché mon information. L'art est que on ne sait pas forcément que tu en transmets une, je suppose. C'est ça la grande différence. Si on prend un domaine d'application, par exemple, imagine un agent secret qui est sous couverture, qui a besoin de transmettre des informations à sa base, donc qui est dans un autre pays. S'il envoie un mail chiffré, on sait qu'il a envoyé quelque chose. C'est ça. Et s'il est sous couverture, imaginons qu'il se fait passer pour un vendeur de voitures, par exemple, mais qu'en fait c'est un soldat surentraîné. S'il commence à envoyer des mails au consulat de son pays d'origine, on va dire alors ok, c'est chiffré, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas net. Et tu envoies des trucs au consulat, ouais. Bizarre. Avec la stéganographie, ce qu'il peut faire, c'est cacher son information dans ses photos de vacances, publier ses photos de vacances sur Facebook, et le consulat, hop, ils vont récupérer les photos de vacances sur Facebook, et ils ont l'information. Et à aucun moment, personne à part lui et le consulat n'a su qu'il y a eu transmission d'informations. D'accord. Et la différence, enfin ce sur quoi je travaille, c'est que imaginons que maintenant les attaquants ils connaissent les méthodes de stéganographie et qu'ils ont des soupçons sur ce vendeur de voitures. Et qu'ils analysent ces images. Eh ben, ils vont simplement essayer d'extraire, connaissant toutes les méthodes qui existent. Et s'il y en a une qui fonctionne et qu'ils arrivent à extraire des plans, eh ben, c'est fichu. Là, avec des méthodes comme lesquelles j'essaie de concevoir, même connaissant les méthodes, eh ben, ils ne peuvent pas savoir s'il y a effectivement une information cachée ou pas. Donc, ça, c'est vraiment bluffant quand même. Donc ça, c'est un domaine d'application militaire. Il y a aussi tout ce qui est watermarking, par exemple. C'est très utilisé dans les films, etc. Ça permet, par exemple, si tu es artiste, d'imposer, de cacher en quelque sorte une signature de ton tableau. Ce qui fait que si jamais quelqu'un vole ton tableau et dit « Ah non, non, c'est moi qui ai peint ce tableau », toi, tu peux dire « Eh bien non, c'est Manu Oudar qui l'a peint parce que j'ai caché dans mon tableau le nom Manu Oudar. » D'accord. Donc ça, c'est un domaine d'application de la stéganographie. Mais ce qui me bluffe, c'est que tu dis que cette personne, si elle reprend tous les états de stéganographie qui existeraient de cette manière-là et qu'elle les applique, elle ne saurait pas voir. C'est un peu comme si on inventait une nouvelle manière à chaque fois de cacher différemment. C'est ça qui est bluffant. C'est en quelque sorte ça. On va vraiment être capable en quelque sorte de générer de façon triviale, de façon automatique, une nouvelle façon de cacher une information qui change à chaque fois. Et ça, donc il n'y a pas de méthode vraiment pour retrouver l'information toute faite. Mis à part la connaissance, donc encore une fois, c'est là que la cryptographie... Du générateur. D'une clé privée, littéralement. Si on part du principe que si tu as l'image et la clé privée, donc qui peut être un mot de passe ou un très grand nombre ou ce genre de choses, là, tu peux retrouver l'information. Parce que la clé privée va indiquer comment retrouver l'information. Mais la clé privée, c'est juste une séquence de nombres. Donc, c'est-à-dire que actuellement, si jamais
ton système de stéganographie il est cassé, bah, tu es obligé de bidouiller une nouvelle méthode. Maintenant, avec les algorithmes sur lesquels je travaille, si jamais ton algorithme est cassé, bah, ça veut dire que typiquement la clé a été divulguée, bah, tout ce que tu as à faire, c'est changer de clé. Et d'un seul coup, c'est de nouveau sécurisé. La mise à jour sécuritaire devient automatique. C'est vraiment bluffant. Ben, merci Mathieu, en tout cas, vraiment pour toutes ces explications passionnantes, parce que moi, qui te connais quand même un peu, j'ai encore été surpris. Et c'est ce que j'adore dans les mathématiques, c'est de découvrir différentes facettes. Pour conclure, peut-être simplement, je sais pas, comment est-ce qu'on peut ressentir qu'on a l'âme d'un cryptologue ou d'un cryptographe? Je dirais l'envie de décortiquer les choses, l'envie de comprendre comment ça fonctionne et comment peut-être outrepasser le comment ça fonctionne dans tout et n'importe quoi, dans tous les mécanismes. Déjà, avoir envie de comprendre mais comment ça fonctionne. Et une fois qu'on a trouvé comment ça fonctionne, un point important des cryptologues, c'est de se dire maintenant que je sais comment ça fonctionne, est-ce qu'il y aurait moyen de contourner certaines choses, certaines faiblesses? C'est beaucoup ça la cryptographie, ou à l'inverse essayer de protéger correctement quelque chose, de se dire voilà, si j'ai envie de protéger un message, comment je peux faire pour utiliser au mieux possible mes connaissances, pour créer un système où voilà, il y aurait besoin d'un mot de passe qui ensuite on additionnerait avec ça. C'est l'idée de construire comme ça des méthodes. Est-ce que tu avais un carnet secret étant petit? Tu sais, là, ce genre est-ce que c'est quand même tellement un univers particulier? Est-ce que tu avais ce carnet secret étant petit? Alors, j'avais alors, pas un carnet secret, mais pour te dire, je m'étais bricolé des tiroirs avec des doubles fonds. Ah, je le sentais. Des tiroirs à double fond? Oui, où j'avais bricolé avec un aimant et une pièce de monnaie, donc une pièce de 2 centimes parce qu'elles sont métalliques. Ouais. Un système qui fait que si tu voulais déverrouiller le double fond, il fallait passer l'aimant sous le tiroir, faire glisser la pièce pour qu'elle puisse passer dans un trou, et là seulement tu pouvais soulever le double fond. Ah oui, d'accord. À quel âge ça? Bah, tu avais beau tirer sur le double fond, ça passait pas. Et ça, c'était vers quel âge? Je devais avoir 10 ans. 8-9 ans. Ah ouais, tout à fait. Bon, ben écoutez, vous savez tout maintenant. Hein. Si vous avez déjà cette âme et cette envie de créer des tiroirs à double fond, il existe un métier spécifiquement pour vous. Et la seule différence, c'est que plutôt que de faire ça avec des aimants et des tiroirs, on fait ça avec les maths. Et c'est encore mieux. Et donc, tu as une application vivante que les mathématiques sont effectivement concrètes. Oh, complètement. Et ça, je l'ai découvert dès ma licence, et je tiens à faire passer ce message à tous les gens qui nous écoutent, qui peut-être étudient les maths ou qui réfléchissent à faire des études en mathématiques, mais qui se disent « Oh, mais qu'est-ce que je pourrais faire avec un diplôme en maths ?» Vous n'imaginez pas le nombre de domaines d'application qu'ont les mathématiques. Puisque moi, je suis parti en cryptographie après mes 3 années de licence, mais tous mes autres collègues de cette licence sont partis dans des domaines mais complètement divers et variés. Analystes, le domaine de la finance, le domaine de la médecine, de la biologie, de la chimie. Oui, l'analyse des datas aussi, puisque ça, c'est quelque chose qui explose pour le moment. Le big data, tout ce qui est intelligence artificielle aussi. Ah oui. En intelligence artificielle, on a besoin de personnes très compétentes en mathématiques parce que on a déjà des bons informaticiens, mais ces informaticiens, ils comprennent pas forcément tous les outils mathématiques qu'il faut manipuler. Attention, un pavé vient d'être lancé. Mais ces informaticiens, ils comprennent pas forcément tous les outils mathématiques. Je ne suis pas responsable de ces paroles. Alors, je tiens aussi à corriger peut-être qui est mal interprété. Les informaticiens ont des compétences que je n'ai absolument pas. Je collabore avec des informaticiens qui font des trucs que je comprends pas. Ah, d'accord. Mais justement, c'est très complémentaire. C'est l'erreur de se dire que un informaticien est multicasquette, ou du moins pense que l'informatique résume tout le domaine. Or, ou même pas qu'en informatique, en chimie, il y a beaucoup de grandes avancées qui sont faites par des mathématiciens qui n'ont aucune compétence en chimie. Parce qu'il se trouve qu'ils découvrent quelque chose qui ont par hasard une application en chimie. D'accord. Insoupçonné. Donc, et
À savoir que, encore une fois, les informaticiens sont aussi très bons en mathématiques. C'est de toute façon, ça aussi, les personnes qui veulent s'orienter vers l'informatique en se disant « ouais, mais je suis pas très bon en mathématiques », pour faire de l'informatique, il faut être bon en mathématiques aussi. Ça, c'est obligatoire. Oui, moi je me souviens, nos cours de première candi, on appelait ça les candidatures, étaient en commun en fait. Hein. Physicien, informaticien et mathématicien, c'était le même niveau de base en mathématiques au départ. Tout à fait. Moi, ma première année de licence, elle était complètement commun entre mathématiques et informatique. Mais encore une fois, comme c'est des histoires de spécialisation, les informaticiens vont être spécialisés dans différents domaines, les mathématiciens vont être spécialisés dans d'autres domaines, et on a besoin des deux pour faire de l'intelligence artificielle, par exemple. Donc, les personnes qui aiment les mathématiques, qui veulent s'orienter vers des mathématiques, mais qui se disent « Ah, mais est-ce que je pourrais trouver quelque chose est-ce que je pourrais trouver un travail ?» Aucun problème. Vous n'imaginez pas le nombre de domaines dans lesquels on a besoin de vous. Bon, eh bien, écoute, voilà, c'était les mots de la fin. Merci en tout cas, Mathieu, d'avoir accepté cette interview. J'espère que ça vous a fait aussi grand plaisir. Je vous l'avais promis, donc la voilà. Et puis, on avait sous la main un cryptographe hors pair. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de format vidéo, un peu différent d'habitude. Moi, ça m'a passionné de toute façon de t'entendre à nouveau. Et puis, je vous dis à très vite et à bientôt pour de nouvelles aventures. Mathieu, un tout grand merci. Un grand merci à toi aussi pour ton accueil. Un vrai plaisir de participer. Et puis, n'hésitez pas à retourner voir sa chaîne, je vous en ai parlé en tout début d'émission. Professeur Culture Précieuse, afin bien sûr de briller en société. Avec l'effet waouh. À plus.